gant qui va faire donc, déplacer la boule métallique d'un endroit vers un autre. Et le plus intéressant ici, vous avez des symboles multicivilisationnels dans lesquels participent l'Inde, la Chine, la Perse, et l'Égypte, et je pense aussi même Byzance. Pour vous montrer, et c'est bon, je suppose que le symbolisme ici indique un peu qu'il n'y a pas de science qui appartienne à une seule civilisation, mais plutôt c'est une science universelle à laquelle ont participé pratiquement toutes les civilisations, toutes les nations. Ici, vous avez donc des horloges qui ont été fabriquées par des Suisses, je pense que c'est au XIXe siècle, mais qui rappellent celui d'Al-Jazari. Si vous voulez, c'est un peu en hommage à Al-Jazari. Celle-là, c'est l'horloge de Fès, de Madrasa al-Bouinania. Elle aussi, elle travaille donc c'est une clepsydre, c'est-à-dire une horloge hydraulique. Et vous voyez, si vous avez donc pu voir, un certain nombre de récipients, en nombre de 24, qui permettent de recevoir des boules métalliques qui indiquent justement l'heure. Mais malheureusement, ils ne fonctionnent plus et il y a tout un projet pour la restaurer. Ici, c'est des horloges qui vont utiliser l'engrenage. Et ça, c'est iranien, c'est au XIVe siècle. Le plus intéressant aussi, ce sont les coffres-forts. Vous allez être étonné de voir des coffres-forts qui se basent sur des codes, regardez celui-là par exemple, et qui ont été fabriqués au XIIe siècle. Ça, c'est en Syrie. Ici, donc, le modèle de Sezgin il montre un petit peu comment ça marche. Il y a même un manuscrit, donc des schémas dans un manuscrit qui vous montre comment ça fonctionne. Et le fonctionnement, donc, il est ingénieux, mais il est quand même facile à comprendre. Et c'est très, très, très riche en enseignement. Une autre chose importante, c'est la machine à vapeur. Il y a une autre à air chaud. Alors, tout le monde sait que c'est Grimaldi, etc., donc qui a le premier inventé la machine à vapeur. Mais là, on voit que les Turcs ottomans l'avaient utilisé pour le shawarma. Alors, vous avez ce récipient donc, dans lequel il y a de l'eau bouillante, et qui va passer, l'eau va passer à travers ce tube, et il y a une vanne qui va contrôler le débit de l'eau, et la vapeur d'eau va justement s'introduire au niveau de ces clochettes, qui va faire justement tourner la broche, et avec la broche, il y a de la viande qui va être en face du feu pour faire de la shawarma. Vous avez un autre système. Cette fois-ci, c'est une turbine qui est là-haut, grâce à la chaleur du bois qui est en bas, qui va faire tourner la turbine et en même temps, avec ce système d'engrenage, va faire tourner donc, la barre dans laquelle vont être mis donc, le méchoui, si vous voulez, le shawarma, etc. Il y a aussi des machines pour extraire des objets des formes aquatiques. Par exemple, imaginez que vous voulez explorer ce qu'il y a sur un fond d'une rivière, d'un puits, etc. Cette machine a été inventée par les Banu Moussa. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'était à l'époque d'El Mermoun. Donc c'est vraiment très ancien. Et là, vous avez ce système de grappage. Donc on faisait introduire justement au fond cette grappe. Et à un certain moment, on va lâcher les 4 cordes, ou les 4 câbles, en ne laissant que celle qui est au centre. Et bien entendu, donc, vous avez cette grappe qui va se refermer et donc capturer, si vous voulez prélever, donc c'est ce qu'il y a donc, à l'intérieur. Oui, voilà, c'est à peu près. C'est le carrossage. Ouais. Mais carottage, c'est autre chose. C'est un système. Voilà. Voilà. Ouais, les carrossiers pour les puits de pétrole. Oui. Mais ce n'est pas le même mécanisme. Non, ce n'est pas le même mécanisme. Vous avez aussi les machines donc, hydrauliques. Donc c'était pour prélever l'eau et le mettre dans des réservoirs. Et celles qui sont en bas, donc, ils utilisent des pistons, 6 pistons pour pouvoir remonter l'eau dans le réservoir. Vous avez ce système-là, qui rappelle un peu le type de carottage, mais qui va faire justement amener l'eau vers des canalisations pour servir justement à l'irrigation.
d'Ismaël. Voilà, les Ismaël, effectivement. C'est pas arabe. Et on disait à une époque que c'était grec, mais après on s'est rendu compte que c'était égyptien à l'époque pharaonique. Mais les Arabes l'ont énormément développé. Et puis, il y a aussi des machines facilitant le port des charges lourdes, soit en utilisant les manuels, soit en utilisant les poulies. Ici, vous avez une série de poulies qui sont cachées et qui vont permettre de soulever des charges qui atteignent 800 kg. Par donc une seule personne qui peut justement la soulever. Et c'était quelque chose de vraiment ingénieux. Il y a aussi, bien entendu, les Arabes ont excellé dans la navigation, donc vous avez un certain nombre de boussoles, etc. Et aussi en astronomie. Et là, vous avez justement un observatoire à Istanbul où on voit plusieurs instruments et plusieurs scientifiques donc, en train de réaliser donc, leurs travaux. Et pour clore et terminer, je vous laisse ces belles images d'astrolabes. Et merci de votre aimable attention. شكرا جزيلا دكتور احمد عرب على هذه المداخله القيمه التي اتحفنا من خلالها مجموعه من الصور عن بعض المنجزات في تاريخ العربي الاسلامي. سنفتح النقاش وتلك الحضور بان لهم حريه التحدث باللغه التي يتقنونها ويرتاحون معها سواء بالعربيه او الفرنسيه. واذا كانت هناك اسئله او بعض الاضافات J'ai commencé comme biologiste et mon troisième cycle je l'ai fait à Paris. J'ai travaillé sur le comportement animal. J'ai travaillé spécialement sur les fourmis et sur l'organisation sociale des fourmis. Et c'est à Paris que j'ai acheté le livre des animaux qui s'appelle Hayawan de Jahed. Et j'ai constaté que Jahed, donc, dans son livre, contenait beaucoup d'informations qui sont d'actualité, qui sont modernes. Et qui ont été découvertes soit au 19e siècle, soit au 20e siècle, par exemple la communication entre les fourmis. Et même à son époque, les gens ne croyaient pas à cette communication qui existe entre les fourmis. Et Jahed, avec toute une argumentation, avec un argumentaire très fort, il a démontré que les fourmis communiquaient entre elles. Et donc ça m'a intéressé, et j'ai pris cet extrait que j'ai traduit donc, en langue française, et je l'ai mis donc, en préface de ma thèse. Et j'ai commencé à traduire quelques passages que j'estimais pertinents et intéressants pour une éventuelle publication dans un petit livre, etc., pour montrer un peu l'apport de Jahed aux sciences donc, zoologiques. Et en rentrant au Maroc, j'ai intégré la faculté donc, des sciences. Et donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une deuxième thèse, cette fois-ci une thèse d'État, et sur la contribution de Jahed aux sciences zoologiques. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai soutenu cette thèse, et j'ai commencé à publier. J'ai constaté qu'il n'y a personne qui travaille sur la zoologie chez les Arabes, parce que les historiens des sciences considéraient que les Arabes n'ont rien apporté aux sciences, dans le domaine des sciences biologiques. Et j'ai démontré le contraire, j'ai fait beaucoup de publications dans ce domaine. Et donc, je suis actuellement considéré comme le spécialiste mondial de la zoologie arabe. Mais j'ai constaté autre chose, c'est qu'un certain nombre de termes utilisés par les Arabes, par Jahed par exemple, ont changé de sens, ont été éliminés et remplacés par d'autres termes qui ont été traduits littéralement des langues donc, occidentales, surtout le français et l'anglais. Et ils ont créé de la sorte une rupture entre la terminologie ancienne et la terminologie actuelle, de telle sorte que parfois, des mots qui ont été dits donc, à cette époque sont compris d'une façon contraire, comme dans le cas par exemple du Coran, lorsqu'on va dire l'irhab dans le Coran, n'est pas l'irhab tel qu'il est compris actuellement. Alors c'est du pareil au même.
beaucoup de termes ont changé de sens à cause de cette modernité qui a été mal donc, assumée. Et là, donc, j'ai pensé qu'il est utile de faire un projet d'un dictionnaire sur la terminologie zoologique arabe pour mettre les choses à leur place. Et là, j'ai mis 8 étudiants en thèse, dont 4 ont déjà soutenu leur thèse, et les 4 prochains vont donc, certains vont bientôt soutenir et d'autres donc dans l'année prochaine. C'est un projet donc, qui va aboutir sur donc, ce qu'on appelle un dictionnaire historique des termes zoologiques arabes, mais qui va déboucher sur un dictionnaire moderne, qui tiendra en compte les termes qui sont les plus pertinents de notre civilisation. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai constaté autre chose. J'ai constaté que la richesse de la langue arabe, qui est pré-islamique, qui était avant l'islam, contenait beaucoup d'informations d'ordre zoologique, et que les Arabes avaient des connaissances incroyables sur la zoologie des espèces du désert, que même actuellement on ne les connaissait pas. Ce qui a créé donc une autre discipline, une autre orientation à laquelle je m'intéresse aussi, c'est ce qu'on appelle l'ethnozoologie, c'est-à-dire explorer le savoir populaire, et cette fois-ci le savoir des Bédouins, en matière de la zoologie. Et le plus intéressant, c'est que cette discipline qui s'appelle l'ethnoscience, les gens s'intéressent à ce qu'on appelle, ils font des interviews avec les populations autochtones, etc., pour tirer de l'information. Et tout le monde sait qu'à cette époque, les populations autochtones ont été altérées par la modernité. Et ce travail-là, chez les Arabes, a été réalisé au 8e siècle à partir de l'Asmaï, qui est parti avec un certain nombre de savants de l'époque, explorer le savoir qui est contenu justement dans cette terminologie, dans ce lexique arabe bédouin. Et là, donc, ils ont consigné tout par écrit. Et maintenant, pour travailler sur les connaissances zoologiques des Bédouins, il suffit justement de consulter les textes qui ont été édités à partir de l'Asmaï. Et là, vous avez une richesse incommensurable sur ce savoir. Et donc, c'est le 3e volet sur lequel je m'intéresse. Donc, je m'intéresse à l'histoire des sciences, notamment à l'histoire de la zoologie, à la terminologie zoologique arabe et à l'ethnozoologie arabe. Donc, c'est les 3 volets, donc, avec bien sûr ma spécialité du départ qui est le comportement animal. Donc, je boucle un peu donc, mon travail sur les animaux. Voilà, donc, si j'ai attardé, excusez. On n'est pas les premiers, justement, à initier. Donc les Arabes n'étaient pas les premiers à initier telle ou telle discipline, mais en fait, ils ont complété, ils ont enrichi, et c'était quand même un plus pour le savoir. Moi, je voudrais revenir à ce que vous venez de nous éclaircir sur vos travaux actuels, et surtout sur la zoologie, l'ethnozoologie. Et je voudrais savoir si vous avez entamé quelques travaux au niveau géographique, c'est-à-dire au niveau de notre pays. Parce que si on travaille sur une entité géographique qui est, soi-disant, le monde arabe, ça reste un petit peu, bon, c'est vrai, c'est une bonne introduction pour ce qui est de local et de régional. Et je sais très bien qu'au Maroc, il y a pas mal d'études qui ont été entamées, surtout lors du protectorat par des ethnographes et puis des anthropologues, en fait, pour des questions qui relèvent du quotidien, plutôt de la vie des gens, hein. Mais au niveau de tout ce qui va... Quand on parle de biologie, c'est aussi le volet plantes, hein, tout ce qui va de la flore. Hein. Et ce serait quand même une bonne chose, hein, de se focaliser sur peut-être au niveau monographique, ce serait une bonne chose, ce qui permettra par la suite justement même de réajuster peut-être notre savoir local, notre savoir régional. Et je voudrais savoir s'il y a... Oui, donc, moi je vois 2 volets donc, à votre intervention. La première concerne le Maroc, justement. Donc, je viens de mettre un étudiant qui s'appelle Ma'al Aynain, et qui dit Ma'al Aynain, ça veut dire le Sahara. Cet étudiant va s'intéresser
justement au savoir zoologique chez les Bani Hassan. Et donc il va faire toute une étude ethnologique et terminologique. Alors pourquoi? C'est pour déjà scruter un peu ce savoir, mais en même temps, je dis que les Bani Hassan, comme ce sont des Arabes, ils ont certainement véhiculé avec eux un certain nombre de termes que peut-être Asmari et d'autres dans le monde de l'islam arabe n'existent pas. Donc on aura certainement des termes arabes qui ont été absents peut-être. Donc on va en chercher même à ce niveau-là. Le deuxième côté qui est celui de la botanique, j'essaye d'intéresser un ami qui est un grand botaniste et qui est donc vice-président justement avec moi de cette société des sciences, donc la Société des sciences biologiques et médicales arabes, et qui est un grand botaniste et qui travaille à l'Institut de Zernet, Nabili, à Islam. Et lui, il va commencer à travailler justement sur le côté flore. Flore chez les Arabes, et j'espère que lui aussi aura des résultats, aura des étudiants en thèse, etc., pour compléter un petit peu le travail. Et je voudrais vous montrer une chose, pour vous montrer un peu l'aspect ethno-zoologique, certaines informations que seulement les Arabes ont pu l'avoir, même actuellement, ce n'est que récemment que ça a été découvert, que ça a été montré dans la BBC. Les Bédouins, donc Jahed parle des Bédouins qui disent que le scorpion et l'uromastix, qui est le dab, avaient une relation mutuelle entre eux, mutualistique, et le dab, l'uromastix, il héberge dans son terrier le scorpion protège. Elle protège justement le dab. Et c'est une information, même moi, j'y croyais pas. Jusqu'à très récemment, j'ai découvert que ça existait. Et je voudrais vous la faire partager. C'est une question d'une minute. Donc je vous la montre ici. Voilà. Alors. C'est en espagnol. Le plus important, c'est de voir l'image. Ça a été mis en scène par la BBC. Et vous allez voir cette... Parce que les Bédouins les utilisaient pour les manger. Et c'était comme un repas frais qu'on utilisait au lieu. Donc on le mettait dans des cages. Et là, celui-là qui n'est pas protégé, il va être facilement capturé. Et vous allez voir dans quelque chose de vraiment impressionnant. C'est dans quelle région? Et ça, c'est le désert arabique, ils disent. Mais ça existe partout. Hein. C'est pas impressionnant? Ici, ils disent que les deux espèces ont un pacte entre les deux. L'un héberge l'autre et l'autre protège. Il dit qu'il lui paye L'un des autres ont été sauvés. Grâce au scorpion. Voilà, donc enfin, Jahed, c'est le premier à soulever l'importance du savoir zoologique chez les Bédouins. Et donc c'est le premier ethnobiologiste à avoir la lettre. Il l'a même justifié. Et donc ce qu'il a dit, c'est ce qu'on dit actuellement au XXe siècle, surtout au XXe siècle, parce que cette discipline qui s'appelle les ethnosciences ont été développées au XXe siècle.
c'est d'explorer le savoir populaire parce qu'il contient beaucoup d'informations intéressantes qui est due à la survie de la population. Et donc, Louis Jacques, il a justifié ce savoir de telle sorte que lorsqu'on lui ramenait une information, une venant d'Aristote, qu'il estimait beaucoup, et une autre venant des Bédouins, c'est à celle des Bédouins qu'il accordait son crédit. Donc, parce que pour lui, les Bédouins ne peuvent pas se tromper sur quelque chose qu'ils ont vécu, donc été transmis de père en fils. Il y a la communication entre les fourmis. Bien sûr, ça c'est une réalité peut-être qui est déjà citée dans le courant directement. On dirait que c'est un ordre, c'est une communication qui est comme ça, vraiment nette. Donc, c'est-à-dire, après même, il y a déjà qu'aujourd'hui, il y a vraiment une communication, même pour le donc déjà, ceci nécessite certains types de communication, etc. Donc, ça veut dire que la communication, peut-être même, c'est une chose qui a été évoquée déjà dans notre cours. Je voudrais citer une autre chose. Je voudrais me renseigner sur le fait qu'en général, lorsque quelqu'un fait une invention, en général, il doit donner un certain cadre théorique de cette invention. Mais pourquoi les Arabes n'ont pas donné des cadres théoriques? Par exemple, vous voyez qu'il y a des inventions qui sont thermodynamiques, mais on a attendu, donc les gens ont attendu jusqu'à ce que, par exemple, les autres arrivent et viennent dans des principes thermodynamiques. Alors que l'invention, il y a même l'invention de graduation, il y a beaucoup d'inventions qui a. Pourquoi les Arabes n'ont pas fait cette relation entre l'invention et la théorisation de l'invention? C'est ça ma question. Merci. Donc je commence par la première question. Effectivement, dans le Coran, il est mentionné donc l'histoire de Salomon avec les fourmis. Et j'arrive justement, son dernier argument pour convaincre ces contestataires de l'existence d'une communication entre les fourmis, c'est ce verset. Il va utiliser ce verset à la fin. Il va ramener un certain nombre d'argumentations, donc d'ordre observationnel. Et ensuite, il va clore avec le verset du Coran. Il va leur dire, mais comment finalement